Bonjour et bienvenue dans Qui fait la culture, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font la culture au quotidien, qui sont en contact avec des œuvres, des publics, des projets, des pratiques artistiques. Bonne écoute! Aujourd'hui, nous accueillons Sarah Beucler, professeure d'éducation musicale dans une école de banlieue parisienne. Pour Sarah, la musique s'écoute avec le corps et avec les émotions. Et tout cela, elle souhaite le transmettre aux enfants. Sans plus tarder, écoutons Sarah nous parler de son métier passionnant. Bonjour Sarah. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu es arrivée à l'éducation musicale ? Une fois, j'étais en Bourgogne, j'ai eu l'opportunité d'aller faire un atelier chantant. J'ai voulu développer des ateliers chantants pour des personnes âgées. D'accord. Je me suis retrouvée dans une unité Alzheimer fermée, parce que je connaissais quelqu'un, le docteur de l'unité, qui m'a dit « Ok, on essaye ». J'ai apporté, j'ai cherché des chansons qui correspondaient aux âges où ils avaient été adultes. Et j'y vais, et les gens ne parlaient pas, c'était assez... terrible à vivre en fait. Je chantais toute seule à la table où il y avait une infirmière présente, etc. À un moment, un monsieur qui chantonnait avec les autres se lève, va faire pipi dans la plante verte. D'accord. Et va se rasseoir, ça m'avait complètement traumatisée. Et puis voilà, puis continuer à chanter. Toute seule J'étais avec l'infirmière et puis un petit groupe de personnes okay. atteintes de cette maladie. Et je connaissais pas bien, j'avais lu des choses un petit peu, mais je connaissais pas bien. Et donc, je termine l'atelier, puis après, il y avait un débriefing immédiat avec l'infirmière, et je lui dis, bon, bah voilà, quoi. Je vois bien, ça les intéresse pas du tout. Elle dit, bah pourquoi vous dites ça? Je dis, bah parce qu'en fait, le monsieur, il s'est levé, et puis de toute façon, personne n'a parlé. Alors, elle m'a dit, mais monsieur, en fait, il est aphasique, ça fait 2 ans qu'il a pas ouvert la bouche, et il a chanté pendant tout l'atelier. Ah oui. Donc alors, ils m'ont embauchée. Alors, ils m'ont embauchée, quand je suis revenue sur Paris, puisque j'étais ailleurs, me voilà à chercher à faire la même chose, et je rentre dans une association qui s'appelle les Musicoliers, qui avait été créé par Rebel, qui était un expérimentateur absolument fantastique dans les années 60, où les gens qui ne faisaient pas de musique avaient accès à la musique avec des images, des nuages, des phonèmes. Il fait des partitions qui ressemblent à des oiseaux qui s'envolent et les gens doivent faire ça. C'est extrêmement parlant. Il y a des enregistrements de Rebel qui sont passionnants à écouter. Et d'ailleurs, son travail, moi je l'utilise... Et du coup, les musicoliers, ils essaient de me trouver un peu des ateliers avec des personnes âgées, mais personne ne voulait payer pour ça. D'accord. Ils me disent, par contre, on a un énorme besoin en école. Je n'avais pas vraiment fait ça. Je ne savais pas en quoi consistait ce métier, donc les voilà qui m'emmènent et qui me forment. Puis alors en plus, c'était un peu le rêve, parce que c'était des artistes, ils expérimentaient beaucoup. D'accord. Il y avait une grande liberté, ils étaient engagés au projet. Et après, payés au lance-pierre, parce qu'on était payés sur les heures de présence et point. Oui, d'accord. Et du coup, je me suis dit, allons voir, et je suis tombée raide dingue de ce métier. J'ai trouvé ça génial, en fait, parce que c'était tout bénef, je trouve ça magique, on arrivait là, on porte une espèce de magie de musique, de liberté. Donc j'ai beaucoup appris avec eux, j'ai été musicolier avec eux pendant plusieurs années, et après j'ai passé un concours de la ville de Paris. D'accord, ouais. Où là, pour le coup, le statut était meilleur pour moi, pour ma vie professionnelle à moi, voilà. Et c'est ça que je fais depuis un certain nombre d'années. D'accord. Oui, donc après ce concours, ça veut dire que tu t'es rapproché d'écoles ou de plusieurs écoles, ou comment ça se passait après La ville de Paris, c'est très particulier parce que y a pas beaucoup de villes qui ont choisi d'avoir des corps d'enseignants spécialisés en éducation sportive, en arts plastiques et en musique. Tu passes un concours avec +5, puis t'es formé, puis tu es, au bout d'un certain temps, titulaire dans 1, 2 ou 3 écoles, ça dépend. Okay. Donc moi, je suis titulaire dans une école qui est en REP, en réseau d'éducation prioritaire, et dans une école qui a un public hétérogène. Donc voilà, souvent ils essayent d'équilibrer d'ailleurs, sauf si t'es uniquement dans certains quartiers où il n'y a que des écoles un peu plus complexes. Et en fait, j'adore ce métier parce que ton métier, c'est, enfin moi je le vois comme ça, comme d'essayer que les enfants soient le plus heureux possible et le plus de plaisir et de bonheur de découvrir la musique, c'est la matière musique. Et pour ça, il y a un programme, évidemment de l'éducation nationale, mais qui te laisse une latitude énorme de comment j'y vais. Par exemple, tu dois chanter, mais personne ne te dit que tu dois être immobile en chantant. Et tu peux expérimenter, tu peux avoir une voix de crapaud, et puis bon, après, petit à petit, évidemment, c'est pas l'idée, mais... Oui, mais
C'est ça, l'idée c'est que, tu vois, ça donne envie de rire, en fait, ça, tout de suite. L'idée c'est que les enfants soient motivés. Alors ça marche pas pour tout le monde, parce que tout le monde n'aime pas s'exprimer par la voix. Mais par exemple, certains élèves qui n'aiment pas chanter, ils vont aimer écouter, ou ils vont aimer danser, ou ils vont aimer faire des instruments, puisque c'est tout ça qu'on fait. D'accord, ouais. Je parle du dessin parce que dessiner en écoutant de la musique, qu'est-ce que ça me fait, qu'est-ce que je peux... Voilà. Oui, donc tu vas laisser quand même une certaine liberté, déjà à ce que toi tu peux proposer, et ensuite individuellement, les enfants, de suivre un peu leur penchant, ou... c'est-à-dire si un enfant n'a pas envie de chanter, comment est-ce que tu vas... Alors, par la ruse d'abord. Ouais. L'idée tout de même, c'est l'essentiel. Hein. C'est l'essentiel du travail, c'est vraiment la voix. Oui. Donc, il y a des enfants... Culturellement, maintenant, je me pose la question, et je la pose en début d'année, qui chante chez vous? Alors, levez la main ceux dont le papa chante. D'accord. Levez la main ceux dont la maman chante. Après, il y a les grands frères et les grandes sœurs, mais on sait déjà. Et là, cette année, je vais expérimenter, par exemple, dans mon école REP, on va expérimenter une chorale. J'aurais dit qu'ils étaient en train de devenir les ambassadeurs de la musique. D'accord. À la fin de l'année, on faisait un spectacle avec leurs parents. Donc, on va apprendre des chansons et eux, à la maison, ils sont chargés de les apprendre aux parents. D'accord. Ça, c'est la première fois que j'ai cette idée. Mais je voulais déjà faire un atelier là-dessus, puis j'ai pas eu l'heure pour le faire. Du coup, voilà. Ça joue énormément tout de même. Oui. Si chez soi... Alors, il y a des enfants, on n'écoute jamais de musique. C'est la question d'après que je pose. Oui, il y a ceux qui chantent. Bon, et après, est-ce qu'on écoute de la musique? Et quelle sorte de... Et alors, du coup, ça, c'est devenu quelque chose que j'ai amélioré, je trouve. On ne cesse de s'améliorer dans cette histoire-là. C'est de leur demander d'apporter les musiques écoutées à la maison. Ouais. Et on fait des battles. C'est-à-dire que... on fait des battles parce que j'ai un enfant qui doit défendre, expliquer pourquoi j'aime cette musique et pourquoi je la porte. Et un autre enfant qui doit... pourquoi je n'apprécie pas. Alors après, on doit argumenter. C'est pas j'aime pas. Et justement, ils ont toute une grille. C'est ça mon travail, hein, parce que comme c'est affiner l'écoute et pouvoir poser un regard critique sans jugement sur le choix de l'autre, dans le respect humain. Donc c'est super parce que ça renforce l'estime de soi, ça fait plein de choses positives, je trouve. Et l'idée du battle, j'ai vu qu'ils ont adoré ça parce que il y a même des enfants qui adorent une musique qui veulent venir faire le battle du côté de je n'aime pas cette musique. En prenant, voilà. Ce qui est très important en fait, parce que tu peux argumenter sur... découvrir l'argumentation, l'écoute de l'autre. Et un peu d'assertivité, c'est pas évident. Oui. Arriver à développer, à chercher des idées. Voilà. Et la ruse aussi, quelque chose d'important. Et ils ont quel âge ces enfants donc? Entre 6 et 11 ans, en école élémentaire. Entre 6 et 11 ans, école élémentaire, ok, ouais. C'est un âge génial parce que c'est un âge de créativité et ils commencent à avoir peur du regard en CM1, CM2, être plus conscient. Mais avant, c'est extraordinaire. Parce qu'il y a c'est une liberté totale, hein, quand tu n'as pas peur en fait. Hein, alors, l'histoire du regard social et de la peur, c'est tellement dommage, je trouve. Alors, ça c'est un nouveau progrès. On a essayé, j'ai proposé de faire un lien avec les grandes sections, que des CM1 chantent pendant que les grandes sections racontaient une histoire. D'accord. Un conte musical ensemble. Et ça, c'est un nouveau truc super qui va peut-être m'aider à vaincre leur peur, parce que, comme ils étaient les grands, ils ont été super fiers, il fallait qu'ils montrent qu'ils chantaient bien, et du coup, ça a renforcé quelque chose de très positif chez eux. Oui, je vois quel genre d'attitude ça peut être de dire... On voit que vous êtes les plus petits, on redevient les grands dans cette histoire, donc... Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'en CM2, il arrive qu'ils se décomposent littéralement à la fin d'un projet, parce que tout d'un coup, ils disent on les regarde, quoi. C'est jamais gagné, cette histoire-là. Et comment est-ce que tu penses, au fur et à mesure de ton activité, donc tu disais, t'améliores tes questions, pour un peu apprendre à les connaître, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vraiment a changé depuis que tu as commencé ça dans ta pratique, dans ton approche avec les enfants, quelque chose que tu aurais vraiment du tout au tout changé parce que tu t'es rendu compte que soit les générations changeaient, soit peut-être toi-même tu changeais vis-à-vis de... Tellement de choses. Alors,
Je suis pas quelqu'un je pars pas d'une position je suis pas sûre de moi. Donc, je suis souvent en train de me dire, tiens, je me suis peut-être trompée. Donc, j'ai toujours su reconnaître que je ne savais pas quelque chose. C'est pas difficile quand il y a vraiment plein de choses qu'on ne sait pas. Et qu'on sait qu'on ne sait pas, je trouve que ça, c'est vraiment une chose. Bon. Mais ça aide beaucoup parce que du coup, tu bouges. Et j'ai pas du tout une position de ça. Ça, c'est une différence énorme avec le milieu des conservatoires. Ouais. Tu es pas dans une... Bon, à un moment, moi, j'ai enseigné le déchiffrage. Hein. J'étais professeure de déchiffrage. T'es tout de même dans une position de sachant par rapport à... Tu vois, parce que c'est très technique, parce que tu vas avoir plein de... Là, effectivement, moi, j'ai plein d'outils. J'ai une grosse caisse à outils, mais... je sais pas comment je vais l'utiliser. Ça va changer à chaque fois. Ça va changer chaque année selon les classes, les mélanges, l'humeur. Tellement de choses. Donc, tu augmentes ta caisse à outils le plus possible et constamment. Donc, je mets de moins en moins de choses dans les cours. J'ai très précisément ce que je veux, mais si jamais ça doit changer, ça va changer. Voilà. Je vais partir d'un point A et arriver à un point B, mais j'ai arrêté de décider où était mon point B depuis un bon moment. Mais ça fait une grosse différence, hein. Ouais. Mine de rien. Et puis l'autre chose, alors ça, c'est une révolution de juin dernier. Non, mais ça, c'est terrible parce que je sais pas encore comment je vais m'en sortir. Arrive la génération où les gens, c'est uniquement sur leur téléphone portable. Oui, ça, je voulais t'en parler justement. Qui découvrent la musique. Ouais. Bon, je fais un petit détour du côté de... Tu vois, j'ai conçu une espèce de parcours sur les 5 années. Tu pars des 6 ans qui sont encore vraiment des tout petits bouts qui arrivent comme des petits lutins. Et l'idée est qu'ils adorent la musique et qu'ils viennent au cours avec bonheur et qu'ils en sortent fiers, enfin qu'il soit passé que des choses positives. Et qu'en même temps, alors à 6 ans, moi je considère que, tu sais, c'est comme dans les histoires de contes de fées. Voilà, donc je raconte et je prends tous les ans l'enfant et les sortilèges parce que quand les objets se mettent à bouger, en fait ils ont la trouille, ils se souviennent. Voilà. Et c'est tellement beau. Et c'est tellement beau, la musique. Et il n'y a pas si souvent un contrebasson, tu vois. Alors on parle du contrebasson. Enfin, tout ça est prétexte, hein, parce que tout ça, mon but n'est pas forcément de leur faire peur. Mon but est qu'ils adorent la musique. Ça provoque des émotions et que... Fortes. On travaille sur les émotions. J'ai des mots émotions. On travaille beaucoup à chanter avec émotion. Qu'est-ce que bon. Super. Et en CE1, on part sur la danse, les danses... la danse, nous on danse d'ailleurs aussi, et je raconte un ballet par épisode parce que voilà, ça c'est comme vraiment on va comparer avec les séries et c'est le plaisir d'avoir quelque chose qu'on attend chaque semaine et si jamais je me souviens pas, eux ils se souviennent, il y a toujours quelqu'un qui me dit mais on était là et voilà. Le must du must, mais je veux pas le raconter tous les ans parce que j'aurais peur de me lasser et que quand on se lasse on est embêtant, c'est le festin de l'araignée de Roussel. Ça, tu sais, t'as les glissando des violons quand t'as l'araignée qui descend. Un truc pas possible. En fait, une fois que les enfants ils savent ça, ils guettent, ça fait une oreille si fine, c'est génial. Puis ça aussi, ça fait peur, super. Ils adorent. Donc, mais je peux pas le raconter tous les ans. Donc cette année, par exemple, on est à Roméo et Juliette, ça va être bien. Pour Prokofiev, je me réjouis. Après, en CE2, on c'est le voyage de l'oreille autour du monde. Du coup, là, on est dans de la musique traditionnelle ou folklorique. Et ça aussi, ça provoque. D'ailleurs, beaucoup chez des enfants qui souvent sont moins intéressés par la matière musique. D'accord. Beaucoup d'intérêt. À la fin, ils vont me dire, alors ça, moi je veux bien qu'on réécoute. Et ils vont me citer celui qui faisait comme ci, comme ça. Et ils ont des remarques hyper pertinentes. Et quand on a fini ce voyage aléatoire qui change un peu tous les ans parce qu'il y a vraiment de quoi faire. On fait un opéra un peu raccourci en épisode aussi, forcément avec une mort, une histoire d'amour. Enfin, c'est toujours un truc tragique, quoi. C'est vraiment toujours épouvantable. Voilà. Et puis après, on passe en CM. Les CM, là, on est plus sérieux et c'est absolument passionnant parce que on fait un peu un survol. Et alors là, j'hésite toujours. Est-ce que je vais leur faire entendre ? J'ai tellement de choses que j'aime à partager. Donc, il y a des années où je ne peux pas m'en empêcher. Ils vont entendre beaucoup de musiciens différents de chaque époque. Et là, cette année, j'ai redécidé, mais je change hyper régulièrement, de ne faire que une carotte. Par exemple, là, en CM2, on commence sur le classique, on va faire Mozart. Alors, Mozart à toutes les sauces, y compris Mozart vu par un artiste contemporain, forcément. Enfin, il va y avoir des échos. Oui, d'accord.
Ouais. Ça leur parle beaucoup, hein, en général, les échos. Et l'année dernière, j'ai un exemple qui m'a fait trop plaisir. J'ai un élève vraiment pas facile, qui chantait pas, au bout de 5 ans, il va bien partir en CM2. Il me dit, je voyais que ça l'intéressait pas du tout les écoutes, c'était pas son truc. Et puis, je sais pas pourquoi, en musique d'étirement en début d'année, je mets au matin, tu sais, le début de Perkins de Grieg. Et là, il me dit, mais je connais cette musique. Et je dis, ah bon, c'est vrai, mais je croyais que t'aimais pas la musique comme ça. Tu m'as dit, non, mais c'est la musique de mon jeu vidéo. Et en fait, c'était merveilleux. Du coup, j'ai repris, je m'étais acheté pas mal des classiques en pub. Et du coup, je me dis, bon, faut pas que j'oublie d'aller dans les évidences. Voilà. Mais, et ça, c'est terrible parce que comme ça change, il faut racheter presque tous les ans les classiques de la pub parce que tu vois, c'est pas toujours les mêmes. Bah oui, c'est sûr, ça évolue aussi avec les générations. Ce qui nous ramène à l'histoire des CD, ce qui évolue avec les générations. Tu t'en sors comment de cette histoire-là? Et ben, une partie de mon métier va changer. Parce que vraiment, il faut renforcer cette histoire. Tu sais, je te racontais l'histoire des battles. Oui. Donc, il faut que je renforce chez eux une oreille un peu plus fine. Je veux pas porter de jugement, mais tout n'est pas égal. Et c'est problématique. Moi, j'aimerais bien que des gens continuent à faire de la musique, à jouer des instruments, je veux dire. D'accord, ouais. Et ça, c'est problématique parce que ça demande beaucoup d'efforts. Oui. Et c'était très connoté socialement parce que les gens savaient pourquoi ils voulaient en faire, ou obliger leurs enfants d'ailleurs. Voilà. Il y a une remise en cause de certains conservatoires, mais pas assez rapide et pas assez globale, qui restent très classiques, qui sont pas... Moi, j'ai été conseillère aux études pendant quelques années et je suis arrivée avec ma notion de plaisir. Parce que je suis très influencée par les pédagogies anglo-saxonnes ou québécoises ou suédoises ou suisses où la motivation c'est le moteur premier. Donc la motivation elle vient par le plaisir. Enfin tu vois, voilà. Donc la notion de plaisir c'est pas du tout pour rire en fait. C'est pas du tout, je pense que un enfant qui éprouve du plaisir est prêt à certaines choses. Et sinon je vois pas pourquoi il ferait en fait. Je sais pas, je comprends, en tant qu'adulte. Oui, non, mais c'est sûr que les instruments ou la pratique du chant, enfin quelque chose qui est sur le temps long et qui demande par rapport à une génération les générations plus jeunes qui sont dans le ça va très vite, les contenus évoluent très vite ou passent très vite. Comment un goût se construit là-dedans, enfin comment aussi une oreille se construit là-dedans. J'imagine que c'est quelque chose que toi tu vis, en fait, tu vois. Comment est-ce que t'enseignes alors que ça demande une discipline qu'on n'a plus forcément avec le plaisir de l'écoute. Enfin, c'est peut-être plus... Les deux sont plus corrélés. Tu vois ce que je veux dire? Ça me remet en question par rapport à mon snobisme, par rapport aux chansons de variété. Ça m'énervait que les gens soient capables de chanter, et c'est le cas, des dizaines de chansons de variété. Les gens adorent la musique en France, en vrai. D'un seul tenant, alors que t'as que 3 accords. Ben justement, en fait, c'est important que ce soit hyper simple et que t'aies que 3 accords parce que ça va te mener dans une certaine... Alors là, je peux pas m'empêcher, en tant que... Tu vois, comme j'ai fait de l'harmonie, le chemin de ta mélodie va forcément... Il va y avoir une question, une conséquence et un résultat. Et c'est un chemin que ton oreille et ton cerveau, tu sais même pas pourquoi, mais il va y aller tout naturellement. Voilà. Tout ce chemin-là, il est tout à fait... Voilà, on peut l'expliquer, il y a des gens qui le font très bien. Du coup, ça m'énervait. Et puis, je me rends compte, en fait, que c'est ça la musique dite savante, c'est ça qu'elle a... C'est compliqué parce qu'elle est compliquée. Oui. Elle est complexe. Alors, un des modes de faire que j'utilise, tu vois, c'est quand on fait des ateliers instrumentaux. Ce que je fais beaucoup avec des petits instruments de percussion. Nous, on appelle ça des auditions actives. Mes collègues le font, on le fait. Tu mets une musique et dessus, tu fais jouer les enfants, tu leur fais faire du rythme sur cette musique. Mais ça va pas prendre une seule séance, ça va t'en prendre plusieurs. Ton cerveau, il va réentendre beaucoup cette musique. Et donc, ton cerveau, petit à petit, et après, un jour, tu vas passer et les enfants, ils vont dire « Ah, ça, c'est Jupiter !» Et t'as tout gagné. Et tu vois, et ça, c'est la mémoire, mais la mémoire... On sait qu'il faut qu'il y ait un certain nombre de répétitions. Oui, et en pratiquant quelque chose... Sur du temps. Ouais. Et pour que ça reste, il faut le réactiver à période éloignée dans le temps aussi. Tu peux apprendre quelque chose assez vite, mais si tu veux t'en souvenir longtemps, il va falloir le réutiliser régulièrement. Bon.
Ça, tout ça, c'est super. Pour ça, les sciences cognitives, on fait des progrès dans la mémoire. On peut faire vraiment des progrès. Alors là, en fait, c'est merveilleux parce que les enfants sont très heureux d'avoir du temps. Contrairement, oui, c'est vrai, c'est une génération... Ils se rendent compte. Parce que toi, tu vas installer quelque chose dans ton cours. Alors, en tant que musicienne, moi, la première chose que j'installe, à ton avis, qu'est-ce que c'est ? Le silence. Le silence. Oui. Vraiment. Et du coup, moi, je fais tomber... Enfin, un enfant, ça change, c'est les enfants qui le font. Je leur donne une plume et on écoute la plume qui tombe. C'est le début du cours. Et on l'écoute. Et on l'écoute longtemps. Et il n'y a jamais de silence en fait. Ouais. Tu vois, c'est très rare à Paris. Donc on écoute et on accepte qu'il y ait d'autres bruits. Oui. On va en parler, on va les décrire. D'ailleurs, je fais je sais plus, je crois que je l'ai fait en CE2, je leur fais faire des reportages sur les bruits à la maison. Et des expériences aussi. J'ai inventé des trucs hyper de sensibilisation au son, hyper drôles. C'est super, tu fais beaucoup de lien avec la maison d'ailleurs. Enfin, oui. Ouais, hyper important. De plus en plus. Donc, le silence, ça prend du temps. Donc déjà, on se pose un peu. Après, on va faire des étirements sur une musique. Ouais. Alors, selon l'humeur des enfants, mais souvent la mienne, en fait, soyons honnêtes. Je vais mettre une musique au début des cours. Ça va être la même musique pendant une semaine. Donc, d'accord, donc tu veux dire tu commences... Par des étirements. Ok, donc tu mets cette musique, vous faites des étirements. Et mes étirements, au début, je faisais des choses vraiment compliquées, etc. J'en fais plus beaucoup. Je fais énormément un équilibre de yoga sur une seule chambre. Et c'est merveilleux. Donc ça recentre. En fait, tout de suite, on sait. Tout de suite, on sait qui est agité. Et eux-mêmes, ils le savent. Ouais. Et les enfants aiment énormément ça. Je suis très surprise. D'accord. Parce que là, c'est venu après le Covid. Parce que j'ai récupéré des élèves qui n'étaient pas en grande forme. Et moi, j'avais fait pas mal de yoga. Moi, j'en ai fait 30 ans. Mais du coup, j'utilise des choses comme ça. Et c'est un très très bon outil où on commence à poser. Quelque chose se pose forcément. Si les classes sont épuisées, on va pas faire ça. Mais dans l'ensemble, c'est tout de même beaucoup ça que j'utilise. Mais après ça, c'est agréable d'avoir du temps. Ils trouvent ça agréable d'avoir du temps sur les chansons, d'avoir du temps. Et après, le tout, c'est entre le temps et l'ennui. Une fois que c'est trop tard, l'ennui, si t'as plus d'élèves, tu le vois, ça se voit tout de suite. Donc tu changes d'activité. Avant, je mettais beaucoup d'activités. Maintenant, j'ai tendance à en plus en mettre beaucoup parce que le temps passe si vite. Ouais. On est bien ensemble, quoi, aussi. L'ennui, justement, comment tu le travailles avec certains, parce que tu parlais de certains élèves qui, justement, n'ont pas... vont moins accrocher ou vont... Moi, je dis que je comprends très bien qu'on s'ennuie en cours de musique, qu'on n'est pas obligé d'aimer, qu'on est obligé d'écouter, puisque mon travail est de faire découvrir. Et qu'après, tout se discute. Et que même moi, de temps en temps, je vais leur faire découvrir des choses que je n'adore pas. Et d'ailleurs, je le dis. Qu'aujourd'hui, je vais vous faire écouter quelque chose que je comprends pas ou que j'adore pas. Voilà. Et ils ont le droit, eux, d'avoir leur opinion et leur ressenti. Et donc, c'est hors de question que j'impose à un élève d'être... Et puis, ils ont le droit d'être fatigués. Ils ont le droit d'avoir des ennuis à la maison ou d'avoir des ennuis à l'école. Enfin, voilà, tout ça fait qu'on n'est que des êtres humains, donc on prend le cours comme il vient. Ouais, tout à fait. Mais c'est chouette, en tout cas, de pouvoir partager. Moi, je trouve que j'ai vraiment de la chance parce que du coup, tu te retrouves dans un univers que tu aimes et dont tu peux parler avec amour, quoi. Parce que moi, j'adore cet univers. J'aime, je trouve ça très, très beau, ce que je leur fais entendre souvent. Tu vois, je trouve qu'on a trop de chance. Ouais, c'est génial que toi aussi tu aimes et tu t'en parles avec passion, enfin, et tout ce que tu racontes et quand tu fais tes séries, voilà, c'est pareil. Oui. Donc c'est... Et puis j'essaie de trouver des idées qui peuvent la... oui, j'ai trouvé plein de trucs rigolos. Donc je fais une semaine de sensibilisation au son, sur le son. Et puis j'essaie de développer ça. Là, je vais essayer de développer la prévention des problèmes auditifs. D'accord. Parce qu'à cause des casques, ça devient un vrai problème. Mais pour les enfants ? Oui. Ah oui, d'accord. Et puis, les écoles sont des lieux très, très, très sonores. Et donc, d'accord. Sur le temps périscolaire, là, on va travailler ensemble avec les responsables éducatifs villes, faire de la prévention sonore, en fait. D'accord. Et comment Justement,
peut-être trouver des responsables bruit qui notent, tu vois, faire des échelles, faire des baromètres. On va chercher ensemble des idées. Oui, bien sûr. Puisqu'on commence cette année ça. Et alors, le truc sur la sensibilisation au son, c'est on part en vacances avec une feuille où on a des expériences à faire. Soit, par exemple, on se met tous les jours dans sa chambre à la même heure et on fait un journal du son. Tu vois, qu'est-ce que j'entends ? Ouais. Voilà. Soit on fait... Alors, ça, c'est très drôle. Et puis, j'ai des élèves que ça fait beaucoup rire, ça. C'est... avec assentiment ou sans assentiment de la famille, je me tais durant un repas. Qu'est-ce qui se passe en moi ? Qu'est-ce qui se passe chez l'autre ? Autour, ouais. Qu'est-ce que ça me fait ? Est-ce que mon audition, est-ce que ce que j'entends change ? Parce qu'en fait, c'est autour de la... qu'est-ce que je perçois plus ? Qu'est-ce que j'entends plus ? Est-ce que ça a changé quelque chose dans ma manière d'écouter quand je me tais ? Très dur pour eux. Hein. Après, ils avaient aussi la possibilité de minuter, de dire, tu vois, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes, un temps donné. C'est chouette, hein ? Ouais, c'est vraiment chouette. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu devrais développer, mais que t'as pas encore essayé, mais que t'as en tête, ou toi-même tu te sens pas prête, ou bien tu n'as pas, je sais pas, le temps, les moyens, enfin, ouais. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire, moi. Par exemple, tu vois, moi je suis pas une rappeuse, mais j'ai rencontré un jeune rappeur qui est d'accord pour venir dans une de mes écoles. Ouais, d'accord. Et on a... en prévision, une écriture de rap avec la participation des enfants. D'accord, ouais. Donc ça, c'est typiquement quelque chose... Pareil, j'ai fait pareil en hip-hop, je trouve ça absolument magnifique. Et voilà, le rappeur qui vient, il allie avec de la musique, il a une formation classique au départ. D'accord, ok. Et donc il allie, moi c'est toujours aussi la mixité qui m'intéresse. Le hip-hop, il était intéressé, c'était un prof de conservatoire, c'était un projet qu'on a fait avec... ça se fait toujours avec les collègues, les professeurs des écoles. Toujours, on travaille en équipe. Donc, c'était un projet d'action culturelle et c'était sur des musiques classiques. Qu'est-ce qu'on fait comme hip-hop sur cette musique-là ? Donc, ça, c'est très, très beau. C'était un très beau projet. Est-ce qu'il y a des choses... Non, puis j'ai de la chance parce que la ville de Paris, pour le coup, on est formés. L'année dernière, moi, j'ai pris la formation à la langue des signes, parce qu'on a une collègue qui fait ça. Et j'ai commencé à mettre ça dans le cours. Super, j'ai commencé le cours sans parler, avec juste le surtout que tu travailles avec le corps en plus, donc ça fait des liens. Et le silence, bon, ça, je suis pas très forte, donc la limite, c'est moi, tu vois. Et le temps de pratique, parce que comme moi, je veux continuer à jouer. Ça, par ailleurs, moi aussi, tu vois, du coup... je sais pas. Parce que par ailleurs, t'as ta pratique personnelle, et tu fais aussi des spectacles, tu fais aussi... Oui, pour le coup, c'est un peu la même idée tout de même, tu vois, je voyais pas, moi je suis triste des concerts enfermés. Du coup, alors j'ai fait des concerts canons avec des vignerons. Donc on écoute de la musique canon et on boit des petits canons. Ça, c'est parce que je suis bourguignonne. Donc, c'est un chouette concept. Ça plaît beaucoup aux gens. Et puis des concerts couchés. Parce que ça, j'ai toujours rêvé, tu vois, les gens sont couchés. Super, Et ils écoutent de la musique. Et j'en ai fait... Alors j'en fais à Paris, j'en ai plusieurs prévisions là, mais j'en ai fait à la campagne, au début du mois d'août, dans les nuits des étoiles filantes, où les gens venaient avec leurs oreillers, des transats, ou s'installer sur les bottes de paille que le paysan, parce que je me suis alliée. J'aime beaucoup être avec... Ça, c'est mon côté accompagnatrice de départ. J'aime être avec des gens. Du coup, là, je m'étais mis en cheville avec la chèvrerie de mon village. D'accord. Donc, il m'avait fait un espèce d'amphithéâtre avec des énormes bottes de paille. Donc, soit les gens étaient couchés en haut des bottes de paille, soit adossés par terre. Et donc, t'as la nuit qui tombe, t'écoutes de la musique classique, puisque... Voilà. Trio. J'ai fait trio de Mendelssohn, j'ai fait du Beethoven, du Mozart, tout ce que tu veux. Sur une grosse remorque agricole en fer. Et ce qui était merveilleux, c'est que j'ai touché un public que je touche pas sinon, parce que t'as pas du tout les mêmes personnes. T'avais les gens du village, c'était donc mon rêve, vraiment mon rêve réalisé. Et qui viennent et... Bon, comme d'habitude, qui boivent un coup avant, ça c'est... Voilà. Mais après, ils viennent et la nuit tombe... Et t'as l'étoile filante. Après, t'as des aventures. Il y a eu une fois, il y a eu un orage, c'était la cata. Après, j'avais pas prévu assez d'éclairage, donc j'étais à 30 cm, à 2 cm de je voyais pas, tu vois. C'est les aléas du direct. Voilà, c'est ça. Mais bon, enfin, oui, c'est sûr que pouvoir
parler, jouer, transmettre ce qu'on aime, c'est-à-dire que même moi la culture classique, j'ai une adoration pour Mozart, j'ai une adoration pour Debussy, enfin bon, il y a plein de gens que j'adore, je peux continuer avec Prokofiev ou etc., ça c'est sans fin. Mais ça marche pas, je trouve, tu vois. J'aime beaucoup par exemple le piano dans les gares. Alors je peux pas parce que on n'entend pas. Mais il y a toujours une ou deux personnes qui s'assoient. Complètement, c'est vrai. J'ai remarqué, toi. Donc ça, je trouve que c'est une super bonne idée. Je suis pour ça. À un moment, j'avais une chorale intergénérationnelle. J'étais dans un lieu en face d'un supermarché. Et donc j'ai proposé des concerts dans le supermarché. Et j'ai arrêté de faire ça, mais je sais que la chef de chœur qui a pris ma suite, elle continue à le faire. Ah, d'accord. Tu vois, où on est allé faire un happening et c'était juste magique. Tout le monde était hyper heureux de ça. Ou dans des bibliothèques, ou dans des EHPAD. Moi, j'emmène tout. Voilà, c'est dans tous les lieux de public empêché. Je suis jamais encore allée en prison. Voilà. Je sais pas si j'aimerais, parce que c'est les prendre un peu en otage. Je crois pas que j'aimerais aller jouer, il faudrait un projet. Peut-être du slam. Un projet construit je ferais bien un atelier ensemble, de slam, quoi. Par exemple. Ou slam sur... et puis moi, j'improvise ça plus, mais... Tu vois, c'est la même idée, en fait, que tu subis pas, entre guillemets. Oui, c'est faire avec, et même avec tes élèves, tu fais avec eux aussi. Enfin, tu apportes quelque chose, parce que c'est normal, mais... j'ai l'impression que tu laisses à chaque fois la place et ils apportent et vous construisez. Pas encore assez sûrement, tu vois. Mais oui, de plus en plus. T'as dit transmettre ce que j'aime, ça c'est... Ah ouais. Ah, ça m'émeut. Mais oui, mais c'est bien. Ça m'émeut vachement. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi. Qui fait la culture, un podcast imaginé et réalisé par Constance Perruchot et Léa Morgan.